Bernard Guetta, nous vous recevons à la Galerne à l'occasion de la parution du livre Intime Conviction, comment je suis devenu européen, livre paru au Seuil. Bernard Guetta, je n'irai pas par quatre chemins. Les dirigeants européens d'aujourd'hui sont-ils à la hauteur de l'enjeu européen ? Non, je ne sais pas s'ils pourraient l'être, mais le fait est qu'ils ne le sont pas. Non seulement il n'y en a pas aux commandes qui le soient, mais on n'en voit pas, on n'en voit pas monter. Pas même dans les jeunes générations. Peut-être M. Renzi, le nouveau Premier ministre italien, mais attendons qu'il ait fait ses preuves. Peut-être, on verra. Non, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème qui tient à deux choses. Premièrement, dans l'ancienne génération de dirigeants européens, l'unité du continent était une évidence, parce que c'était des hommes qui avaient grandi ou vécu pendant la guerre. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette même évidence de l'objectif de l'unité européenne. Pourtant, l'évidence existe, mais elle n'est pas perçue. Et elle n'est pas même perçue, me semble-t-il, hélas, par nos dirigeants français, allemands, peut-être belges exceptionnellement, enfin, peut-être belges, néerlandais non plus. Non. Il y a une crise. Alors, il faut sûrement beaucoup de choses pour l'Europe. Faut-il des programmes, en tout cas des projets communs pour l'Europe ? Est-ce que cela passe par un programme commun d'enseignement, d'histoire européenne, un service civil, un réseau d'universités, un peu tout ça à la fois ? Ça doit passer par tout ça. Les deux choses sont absolument indispensables. Mais l'urgence, la priorité absolue aujourd'hui, c'est la réindustrialisation des pays de l'Union européenne. La désindustrialisation est la mère de tous nos maux, et notamment du chômage et de tout ce qui s'inscrit derrière le chômage, c'est-à-dire une désespérance sociale, un mépris de la politique, un rejet des partis, un rejet de tout finalement, et un pessimisme foncier qui mène à ne plus croire en rien et à ne plus vouloir grand-chose. Alors la réindustrialisation en toute priorité, parce que c'est par elle que passera d'une part le renforcement, si ce n'est la renaissance, le renforcement des économies européennes, mais surtout la réconciliation entre l'idée même d'unité européenne et les Européens. Il faut montrer aujourd'hui que notre unité non seulement nous aiderait, mais nous est indispensable dans cette œuvre de réindustrialisation. Un pouvoir fédéral doit-il faire face aux États ? Je le pense fondamentalement parce que je ne crois pas que nous puissions avoir de démocratie européenne sans dirigeants européens élus au suffrage universel pan-européen à l'issue d'une bataille d'idées autour de programmes politiques pan-européens. Cela étant dit, on n'y arrivera pas demain matin. Et quand je dis pas demain matin, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans. C'est un objectif, de plusieurs décennies. Soyons très optimistes. 3 décennies. Mais 3 décennies quand même. Et deuxièmement, il est inutile et il serait même tout à fait contre-productif de rouvrir ce débat de l'Europe des nations, de l'Europe fédérale. De toute manière, peu de gens y comprennent quelque chose. Et dans l'état où nous sommes, ce n'est pas du tout le plus fondamental. Le plus fondamental, on vient d'en parler, c'est réconcilier les Européens et l'Europe, et donc commencer par réindustrialiser l'Union européenne. Mais il faut tout de même repenser les institutions européennes. Elles sont caduques, elles sont obsolètes, elles sont incompréhensibles, elles sont illisibles. Oui, il le faut, ou plutôt malheureusement, il le faudrait. Car je crains que dans l'immédiat, ce ne soit pas possible. Allons poser à des citoyens européens qui ne comprennent pas le fonctionnement actuel des institutions,
des questions sur la réforme de ces institutions auxquelles ils ne comprendront rien, auxquelles ils ne comprennent rien. Allons les interroger sur une réforme auquel ils comprendront encore moins. La réponse est connue d'avance. Ce sera non. Ce sera non parce qu'on ne comprend rien. Et d'ailleurs, il n'est pas illogique de dire non à quelque chose que l'on ne comprend pas. Car comment dire oui à quelque chose que l'on ne comprend pas? Donc, j'insiste, je martèle, il faut commencer par faire la preuve de l'utilité et de la nécessité de l'unité. Une fois que l'on aura fait cela, alors oui, on pourra rouvrir le débat institutionnel. Bernard Guetta, à cet endroit de l'entretien, je crois qu'il faut aborder la question de l'Europe et de la Russie. C'est tout à fait d'actualité et vous en parlez bien évidemment dans un grand chapitre de ce livre. Vous écrivez notamment « Poutine erre entre l'idée d'un ancrage asiatique de la Russie et la tentation de lui définir une voie propre, ni asiatique ni occidentale, mais russe, ni chinoise ni américaine ni européenne, mais ressortie des temps où ce pays orthodoxe et absolutiste couvait son affirmation, replié sur lui-même et loin de tout ». C'est assez actuel, ce paragraphe écrit en août dernier. Dont acte. C'est assez actuel, ça me frappe même parce qu'évidemment je ne l'avais pas en tête. Oui, bien sûr que c'est là la tentation de Poutine et deux mots me frappent particulièrement dans ce paragraphe que j'ai moi-même écrit. C'est orthodoxe et autoritaire. Si vous voulez définir le pouvoir de Poutine, il y a évidemment la dimension autoritaire, mais il y a tout autant le recours à la résurrection de l'Église orthodoxe, dans toutes ses traditions, dans tout son conservatisme, à bien des égards dans tout son obscurantisme. Résurrection d'une Église qui symbolise évidemment la nation russe, qui l'incarne, parce que l'orthodoxie russe est russe, par définition. Et il y a donc chez Poutine l'autoritarisme et la fuite dans le passé. La fuite dans un passé mythifié qui est aussi bien celui de l'Empire des Tsars que celui de l'URSS, et spécifiquement l'URSS de Staline. L'URSS de l'autorité, l'URSS de la fermeture, l'URSS de la défiance de tout le monde extérieur, de tous les étrangers. Nous allons avoir un grave problème avec M. Poutine. Nous l'avons déjà autour de la question de la Crimée, mais nous allons avoir un grave problème parce que la tentation est très forte chez lui. Je ne dis pas qu'il le fera. On ne le sait pas. C'est tout le suspense actuel. Mais la tentation est très très forte chez lui de tenter de reconstituer. On dit à tort l'Union soviétique. Non, l'Empire russe, qu'il soit tsariste ou soviétique, peu lui importe. L'Empire russe. Alors justement, je vous cite à nouveau, « Nous devons nous entendre avec la Russie, nous le pourrons un jour, moins lointain qu'on ne pourrait le croire. » Cette phrase du livre, la gardez-vous telle qu'elle, aujourd'hui au vu des événements récents, notamment avec l'Ukraine? Oui, bien sûr. Moins longtemps qu'on ne peut... Alors, nous devons. Pourquoi nous le devons ? Parce que la Fédération de Russie, c'est l'autre moitié de notre continent commun. Et que, évidemment, que nous devons nous entendre, trouver les moyens de nous entendre avec l'autre moitié de notre continent. Nous le pourrons, pourquoi ? Parce que un pouvoir comme celui de Poutine ne peut pas durer très très longtemps. Et quand je dis pas très très longtemps, c'est pas plus de 15 ou 20 ans. Plusieurs années, certainement, ou probablement. Mais regardez en même temps ce qu'est la sociologie de la société russe. Qui monte en termes sociologiques et économiques dans la société russe ? Les nouvelles classes moyennes urbaines, celles qui, partout dans le monde, aspirent au changement démocratique et à l'état de droit.
M. Poutine ne peut rien faire contre cette montée, pas plus que la monarchie française n'a rien pu faire contre la montée de la bourgeoisie française. Or, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles classes moyennes urbaines en Russie, si ce n'est la nouvelle bourgeoisie russe? Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles classes moyennes turques qui manifestaient sur la place Taksim au printemps dernier, si ce n'est la nouvelle bourgeoisie turque? Et on pourrait continuer en cette liste en y incluant, bien évidemment, le jour venu, la Chine et naturellement les pays arabes. Est-ce que d'ailleurs, et ce sera là ma dernière question, est-ce qu'on peut intégrer l'Égypte? Est-ce que l'Égypte, avec ce qui s'y est passé, est un bon exemple aujourd'hui de réussite? Vous avez bien lu ce livre, je le vois. Soyez mon témoin. J'écris dans ce livre, écrit en août dernier, que évidemment qu'on passera par une période épouvantable en Égypte et dans d'autres pays qui ont connu les révolutions arabes de 2011. On y est, mais n'oublions jamais qu'il a fallu 80 ans à la République française après la prise de la Bastille pour s'établir réellement. 80 ans. Parce que les révolutions, c'est toujours un tel choc qu'il y a toujours le contre-choc, plus ou moins épouvantable, mais toujours le contre-choc. Il est parti pour être épouvantable, il l'est déjà en Égypte. Ça va durer bien sûr, et on n'a pas encore vu le pire, hélas. Mais je ne crois absolument pas en la pérennité du pouvoir de ce maréchal Al-Sisi. C'est une plaisanterie, une très mauvaise plaisanterie. Mais c'est une plaisanterie parce qu'il ne correspond à rien dans la réalité de ce pays. Merci Bernard Guetta. Merci messieurs.